Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Fidèles auditeurs et téléspectateurs du magazine Top Vert, bonjour et bienvenue à tous, vous tous qui nous suivez de chez vous ou de partout à travers le monde. Merci d'être restés fidèles à votre magazine hebdomadaire de chaque mercredi. Pour ces deuxièmes numéros de l'année, nous allons poursuivre sur la même thématique puisque actualité oblige. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, le pays fait face dans plusieurs villes des provinces de la République démocratique du Congo à cette problématique liée aux inondations, dues notamment à la montée des eaux du fleuve Congo et débordement des rivières. Alors, à ce jour, les chiffres officiels font état notamment d'environ 300 personnes qui auraient déjà perdu la vie ou qui ont déjà perdu la vie, environ 300 000 ménages affectés, plus de 43 000 maisons qui se sont écroulées. On parle aussi des écoles, environ 1300 écoles, 269 centres de santé détruits, 85 routes pratiquement dévastées. Et cela dans 13 provinces du pays. Il y a notamment la Chopo, Mongala, Équateur, Sud et Nord Ubangi, Kwilu, Maindombe, Congo central, Lomami, Kasai, Kasai central, Sud Kivu et Chouapa. Vous l'aurez remarqué, la situation est donc catastrophique ou inquiétante parce que il y a des vies humaines qui sont en jeu. Alors, pour notre magazine d'aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Augustin Tagisabo. Il est chef des divisions à l'Agence nationale des météorologies et télédétection par satellite, Mételsat en sigle. Il est également responsable du Centre météorologique national. Monsieur Tagisabo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, ou madame la journaliste, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être là aujourd'hui pour parler de cette question qui est liée à la vie humaine, parce que ce sont les vies d'abord qui sont touchées. Alors, la première question. Je vous ai présenté, vous êtes de la Mételsat, vous êtes également un responsable du Centre météorologique national, donc vous êtes météorologue. Alors, avant d'aborder notre sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre structure? Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de la Mételsat, mais aussi au niveau du Centre météorologique national? Merci beaucoup. La Mételsat est l'Agence nationale de la météorologie et télédétection par satellite. Il a à son sein des divisions. Entre autres, nous avons la division d'exploitation météorologique, nous avons la division de télédétection, nous avons l'administration, nous avons la technique, nous avons la direction juridique et nous avons la direction des finances. Et toutes ces divisions constituent la Mételsat. La Mételsat a aussi des divisions à l'intérieur du pays et presque dans toutes les provinces. Donc, il y a 6 zones météorologiques qui composent la Mételsat au niveau de la République. Nous avons la zone 1, nous avons la zone 2, nous avons la zone 3, la zone 4, la zone 5 et 6. 6 qui est Lubumbashi, la zone de Lubumbashi, l'ancien découpage. Donc, et 3 qui est la Chopo, l'ancien découpage, et ainsi de suite. Donc ici en RDC et à Kinshasa, au niveau de la direction générale, dans la direction d'exploitation météorologique, c'est là où on trouve les centres météorologiques nationaux. Okay. Parce que nous faisons l'exploitation. Donc dans les centres météorologiques nationaux, nous avons des services d'observation, nous avons les services de transmission et nous avons les services de la prévision météorologique. Donc c'est là où nous sommes en train de suivre l'évolution du temps
en collectant les données venant des provinces et des données locaux. C'est comme ça que nous faisons, après avoir fait les récoltes de données, nous faisons les analyses de ces données et nous faisons les pronostics pour diffuser ces données-là sous forme d'un bulletin météorologique aux usagers. Donc, quand vous parlez des données, on comprend que c'est vraiment la météo. C'est vous qui nous dites, attention, il va pleuvoir à telle heure ou le temps qu'il fera demain. Si vous avez prévu de faire ça, voilà les dispositions que vous devez prendre. Effectivement. C'est nous qui les faisons au niveau des centres météorologiques nationaux dans les services de la prévision du temps. Alors, c'est selon quelle durée de temps? Et les données que vous avez, vous en disposez pour combien de temps en avance? Est-ce que c'est 1 jour en avance, 2 jours ou exactement combien de temps? Nous avons les services qui travaillent chaque jour. Donc, nous avons dans les heures synoptiques, nous avons 6 heures, nous avons 9 heures, nous avons 12 heures, nous avons 18 heures et 24 heures. Donc, ces gens qui travaillent dans ces services-là nous envoient les données. Et cela se fait, c'est universel. Presque partout dans le monde, les services météorologiques travaillent de cette manière-là. Et en RDC, nous travaillons de la même manière. Même ceux qui sont dans les aéroports, ils travaillent de la même manière. Et d'ailleurs, 24 sur 24 heures. Et ils nous envoient les données et ces données-là, nous les recevons. Ce sont les données réelles, à temps réel. Donc nous les recevons et nous les traitons pour la prévision à courte échéance. À courte échéance, donc combien de temps? Donc 3 heures du temps. Et cela se fait plus dans les aéroports, ce qu'on appelle les métards. Nous pouvons faire les métards, nous pouvons faire les TAF. Les TAF pour la prévision des aéronefs, les avions dans les aéroports. Okay. Il y a la prévision à courte échéance de 24 heures. Donc c'est fait au centre pour le public, pour les annoncer pour 24 heures, de 0 heure à 0 heure. Il y a des prévisions qu'on peut faire de 5 jours. Donc d'une semaine. Oui, parce que nous avons sur nos téléphones, on peut avoir des prévisions qui vont sur plusieurs jours pour savoir que, par exemple, pour ceux qui ont des fêtes à planifier, des déplacements à planifier et qui pourraient être, disons, dans le calcul, les calculs pourraient être perturbés par rapport au temps. On voit qu'on a des prévisions comme ça qu'on peut trouver sur nos téléphones. Est-ce que c'est fiable par rapport à ce que vous, au niveau de vos services, vous disposez? Bon, nous ne connaissons pas les sources de leurs données. Nous avons des données locaux, nous avons des données nationaux qui nous aident à faire nos prévisions parce que nous avons des données palpables. Nous avons des services qui vont prélever les données au parc météorologique où se trouvent les instruments de la météorologie et ils nous donnent ces données qu'ils ont observées. Et ils nous amènent ces données et nous traitons ça. Alors nous avons confiance et ces données-là sont fiables parce que nous les corrigeons s'il y a des erreurs et puis nous les mettons dans les banques des données après avoir les traités. Si une fois on a déjà terminé, on les envoie. Mais tandis que c'est des applications, nous ne connaissons pas l'origine. Okay. Et donc nous ne pouvons pas nous fier à ça. Parce que nous ne connaissons pas leur origine. Ils ont pris avec quelles données ils ont fait ça. Et c'est nous qui les transmettons ces données-là? Non. Est-ce qu'ils ont puisé dans quelle banque de données pour qu'ils fassent ces prévisions-là? Ok, donc voilà. Il y a plus de marge d'erreur et tout. Ok, alors parlons de notre sujet. Puisque vous suivez le temps, j'imagine que vous suivez également l'évolution de la situation actuellement avec ces problèmes d'inondation, la montée du niveau du fleuve Congo, les rivières qui sont sorties pratiquement des lits. Dites-nous, quelles sont les données que vous, en ce moment, vous avez en votre possession par rapport à la situation des inondations ou de la montée des eaux? Bon, moi, je peux dire d'abord, le problème de la montée des eaux, c'est une observation. Et cela doit être prévu en avance. Et la Mételsat avait prévu
avait prévu à partir du mois de septembre qu'il y a la saison des pluies. Au début de la saison des pluies, nous avons donné la date du début de la saison des pluies, que ce sera le 13 septembre, avec une marge de dispersion de 7 jours. Cela veut dire que marge inférieure et marge supérieure. Donc les pluies pouvaient, c'est parce qu'on quittait déjà la saison sèche. Donc il y a une marge de tolérance qu'il y a là. Et nous avons défini, annoncé au public que le mois de novembre et le mois de décembre sera le mois le plus pluvieux de la saison. Parce que le début de la saison avait connu un petit retard. Et c'est comme ça que nous avons dit au public de prendre les précautions bien avant. Et même au gouvernement, nous avons informé au gouvernement de prendre aussi les précautions pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais est-ce que les prévisions que vous aviez, vous disiez exactement à quelle hauteur la situation serait autant inquiétante qu'aujourd'hui? Est-ce que vous avez vos prévisions prévoyaient cela? Excusez-moi la tautologie. Ah oui, bon, la prévision que nous faisons d'abord l'observation des comportements atmosphériques. Nous surveillons les vents, nous surveillons les températures au niveau de la surface et jusqu'au niveau de l'altitude. Nous surveillons les humidités au niveau de l'atmosphère. Donc, tout ce qui se passe au sol doit commencer d'abord dans l'atmosphère. Nous avons les 3 états de la matière. Vous connaissez l'état liquide, s'il y a l'eau qui s'évapore et il devient glace et après il devient encore liquide. Donc ces états-là, c'est ce que nous surveillons. Et comment l'eau peut quitter l'état liquide pour devenir gazé. Comment il peut quitter l'état gazé pour devenir solide. Comment il va quitter des solides pour devenir encore liquide. Donc, c'est ça un peu la météo. Et c'est dans la thermodynamique de l'atmosphère où nous étudions cela parce qu'il subit beaucoup de forces atmosphériques physiques, des forces physiques qui exercent sur les particules d'air qui se trouvent dans l'atmosphère. Et pour définir la quantité d'eau qui se trouve dans l'atmosphère, qui va tomber, il nous est tellement difficile parce qu'on n'a pas assez d'équipements pour même les satellites, ils nous donnent les suggestions, ils nous donnent des estimations. Et sous d'autres cieux, c'est faisable pour ceux qui ont l'équipement ou le matériel qui va... Oui, avec les satellites, ça va. Les satellites nous donnent les estimations sur le plan numérique. Et ils nous donnent les estimations sur le plan numérique des quantités d'eau de pluie qui peuvent tomber. C'est comme ça que dans nos prévisions, nous prélevons ces données satellitaires qui nous donnent que voilà, à Kinshasa, il y aura 25 mm par exemple de la pluie qui va tomber aujourd'hui. Et c'est ces données-là que nous considérons comme estimation. Et c'est une prévision. Ça peut venir 25, tout comme ça peut être au-delà des 25. Cela dépendra du temps que cette pluie-là peut prendre. Parce que ça peut vous donner 25 mm à 6 heures. Mais si vous avez une pluie qui dure plus de 6 heures, donc vous pouvez prendre cette quantité fois le nombre de temps pour trouver les chiffres exacts. Alors, pour dire que cette pluie-là va donner des inondations, effectivement, on peut, quand il y a fréquence de pluie, il y a des pluies qui s'abattent, par exemple, Kisangani nous signale qu'il a plu toute la nuit. Et il nous donne la quantité d'eau de pluie, par exemple, 300 mm. Demain encore, il nous signale qu'il y a eu pluie. Il y a pluie. Et nous aussi, nous avons constaté qu'il y a la pluie qui s'est annoncée au niveau de Kisangani. Et nous signalons qu'il y aura des pluies. Et Kisangani nous signale qu'il y aura 200 mm. Il a recueilli 200 mm. Voilà les dégâts que ça a fait. Voilà. C'est comme ça que nous collaborons avec les provinces. Nous collaborons avec les provinces à leur envoyer la prévision et en retour, ils nous envoient aussi les feedbacks des comportements de la pluie qui s'est fait à ces lieux-là. Donc comme à Bukavu, comme à Goma, comme à Kananga, et Kalemi, Lubumbashi, partout ils nous envoient des données
pour que nous puissions avoir une idée des comportements des temps que nous avons prévus à ce lieu-là. Donc, nous comprenons que si vous étiez suffisamment outillé, vous pourriez avoir en votre possession des données aussi beaucoup plus explicites pour permettre, parce que ces inondations ont semblé surprendre et les gouvernements et les populations qui sont concernées. Ce sont des situations peut-être qu'on aurait pu éviter. Alors, moi, ma question, c'est celle de savoir, puisque vous observez l'évolution du temps, avec les changements atmosphériques et tout ce qui va avec. Alors, dites-nous, selon les données que vous avez, les observations que vous avez faites au fil des années, comment se comporte en fait l'environnement ou l'environnement atmosphérique de la RDC, tout en sachant que de plus en plus on observe un certain nombre de dérèglements climatiques. Est-ce qu'il y a des changements par rapport aux habitudes ou aux fréquences que vous observez et que vous connaissez régulièrement comme étant normales, ou c'est plutôt la normale et les causes sont peut-être ailleurs? Bon, merci. Je vais d'abord parler des nombres de stations qui nous couvrent au niveau de la RDC. Et à l'époque coloniale, on avait 125 stations qui couvraient toute la RDC, même les provinces et les territoires. Mais avec le départ des Belges, ça a commencé à baisser les dysfonctionnements des machines. Et il y a aussi la guerre qui s'est éclatée à l'est du pays, où on a vandalisé, les stations ont été détruites. on a détruit certains matériels et qui jusqu'à présent on n'a pas encore réinstallé ou bien avoir les remplacements. Il y a aussi les agents qui étaient là ont vieilli, les autres sont morts et les stations sont fermées. Et cela a créé aussi manque et aussi des données. Alors, maintenant, quand vous parlez de la situation dont vous dites là, c'est dû au contrôle de toute la province, toute la République démocratique du Congo. Nous pouvons surveiller une situation climatologique au niveau des Badolite, par exemple. À Badolite, il nous envoie les données, il nous donne les précipitations, ou quand j'ai pas de précipitations, c'est la pluie, les précipitations qui tombent là-bas. Et cette précipitation-là tombe dans les lacs, dans les fleuves. Dans les fleuves, parce qu'il y a des rivières. Nous avons le sous-bassin, les sous-bassins d'Ubangi, nous avons les sous-bassins de la Kivette centrale, nous avons les sous-bassins de Kalamu. Il y a encore d'autres sous-bassins. Tout ça se forme les bassins du Congo, les bassins du Congo. Et tous ces bassins ont des rivières qui se jettent là-dedans. Et quand il y a la pluie, par exemple, au niveau d'un bassin, comme je peux dire actuellement, il y a le bassin de la Cuvette, où nous avons la rivière Kassai qui s'est déversée. Et là, il y a eu beaucoup de pluie aussi dans les Kananga. À Kananga, Mujima, il y a eu beaucoup de pluie aussi, en dehors des Chopo et au Katang et au Touélé et Bazouélé. Il y a eu beaucoup de pluie de ces côtés-là. Mais cela s'est fait quand? Ça s'est fait au mois de décembre de cette année. Bon, parce que dans les données climatologiques que nous avons constaté que les 5 dernières années, on a connu beaucoup de pluie par rapport même à 60 ans que nous avons parlé là. Okay. Donc, oui, nous avons fait la comparaison avec les 5 dernières années, et ces 5 dernières années, nous avons connu une montée terrible des pluies. Et cela est dû peut-être au changement climatique dont vous venez de parler là-bas. Et quand on parle de changement climatique, nous pouvons dire que la RDC, sur le plan géographique, n'a pas le même relief. Il y a ceux qui sont sur les montagnes, sur les collines. Il y a ceux qui sont sur la plaine, il y a ceux qui sont dans la forêt, il y a ceux qui sont au bord des eaux, il y a ceux qui sont sur la plaine. Donc,
et les comportements de l'atmosphère varient à chaque millier. Celui qui est sur la plaine n'a pas le même comportement de l'atmosphère à celui qui est sur la montagne. Vous pouvez prendre par exemple ici en Ngaliema par exemple. Ngaliema est celui qui est à Kingasani, à Souka. Ils n'ont pas la même atmosphère. Parce que ici, nous sommes dans la hauteur, la haute altitude. Là, ils sont au bord, au niveau de la mer. Donc c'est ce qui fait aussi que sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, il y a 13 pratiquement qui sont touchés. Je vais les rappeler. On a parlé de Chopo, Mongala, Équateur, Sud et Nord Ubangi, Kwilu, Maïndombe, Congo central, Lomami, Kasaï, Kasaï central, Sud Kivu, Chouapa et bien entendu Kinshasa aussi. Et bien entendu Kinshasa. Oui. Et je voulais dire ces provinces-là, vous voyez qu'il y a des provinces qui sont sur les montagnes. Exactement. Comme les Lomami et les Katanga et les autres, les Kivu, ils sont sur les chaînes montagneuses. Et ils ont un relief qui entraîne beaucoup de pluies aussi. Ce que nous appelons les orages orographiques qui s'abattent sur les collines. Et que sur la plaine, on ne peut pas avoir ces types d'orages-là. Et il pleut abondamment et régulièrement. Si dans les deux Kivu, vous allez voir, il y a toujours des pluies. Il y a des pluies et l'équateur aussi. L'influence de l'équateur aussi joue. Parce que l'équateur traverse les Kivu. Et traverse l'équateur aussi, Gemena, il traverse les autres provinces comme Chopo. Vous voyez, il y a le comportement aussi des climats sur l'équateur. Parce que c'est là où se trouvent les deux masses d'air qui se rencontrent. Et ils créent toujours la saison de pluie à chaque saison. Alors, Monsieur Tagisabo, est-ce que nous pouvons dire, nous pouvons comprendre que par exemple pour les cas de Kinshasa, Kinshasa, oui, c'est vrai qu'on a connu des fortes pluies, mais est-ce que connaît Kinshasa comme inondation, ce ne sont pas seulement les pluies de Kinshasa? Ce sont les pluies. Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer ça pour qu'on comprenne encore mieux? Des pluies, des eaux qui sont en aval, déversées le long du fleuve Congo et qui finalement, avec Kinshasa qui est en amont, finit par être aussi touchée. Parce qu'il y a beaucoup de parties. C'est que je veux dire que Kinshasa, à quel soit il a subi quelque chose qui a commencé au-dessus. Et ça a pris du temps. Kinshasa aussi a aussi ses conséquences à lui, à elle-même. Mais en prenant d'abord ce qui est venu d'ailleurs et ce qu'il a subi, si nous regardons les données statistiques des mois d'octobre, novembre et décembre, Kinshasa nous avons à Kinshasa 3 grandes stations. Nous avons Ndolo, nous avons Njili et nous avons Mbinza. Mbinza, les 3 stations météorologiques qui prélèvent les données, ils sont en dessous même de Kananga. Si nous voyons Mbinza, au mois d'octobre, il a donné 16 mm. Donc il y avait faible pluie. Et nous avons Ndolo qui a donné 48 mm. Et Njili nous a donné combien? Njili nous a donné 189 mm au mois d'octobre. Mais au mois de novembre, il a donné 177 mm, tandis que Mbinza a donné 113 mm et Ndolo a donné 48 toujours. Donc, vous voyez, il y a une baisse au niveau d'Indolo au mois de novembre, octobre et novembre. Mais au mois de décembre, Ndolo a donné 145 mm. Et Binza a donné 229 mm. Njili a donné 239 mm. Donc, vous voyez qu'au mois de décembre, il y a eu une élévation des précipitations au niveau de la ville de Kinshasa. Une élévation très prononcée. Très prononcée au niveau de la ville de Kinshasa. Et dans la ville de Kinshasa, nous connaissons les problèmes que nous sommes en train de vivre avec nos rivières et avec les égouts d'eau, les canalisations qui ne sont pas Donc, c'est parmi les causes aussi, si on doit évoquer les causes aujourd'hui des inondations, notamment en ce qui concerne la ville de Kinshasa, précisément.
Ça, c'est les causes urbaines, des inondations urbaines. Oui. Ce n'est pas seulement le pluie qui vient d'ailleurs, mais sur le plan urbain de Kinshasa, nous avons un problème sérieux de nos rivières, des rivières qui se jettent sur le fleuve, comme Kalamu, comme rivière Njili, comme rivière... il y a l'autre rivière là, c'est quoi? Il y a Makelele. Il y a Makelele. Toutes ces rivières-là qui se jettent dans les fleuves, si vous les observez bien, plein de déchets ménagers là-dedans, plein de déchets en plastique. Et là, alors, ça bouche même l'écoulement normal des eaux. Et ces bouteilles-là créent aussi une masse d'isolant. Donc, comme l'eau ne peut pas pénétrer parce que les sachets ou quoi, sont imperméables. Ça ne peut pas aussi pourrir. Même si quand il y a des bouteilles qui prennent de l'eau, ça descend. Et là-dedans, quand ça crée une couche, donc ça devient imperméable. Alors, il faut qu'on puisse tirer ces rivières-là pour que tous ces déchets-là puissent laisser la fluidité de l'eau. Mais quand ils trouvent que tout est bloqué, c'est comme ça, l'eau commence à monter. Il commence à monter, il cherche là où il peut aller. Et il se déverse dans des parcelles, un voisinage, il se déverse dans des maisons. Surtout quand il y a beaucoup de cas de construction anarchique. Voilà, il y a des constructions qui se font même sur les caniveaux. Et quand vous avez des constructions sur les caniveaux, vous jetez encore vos déchets dans les caniveaux. Vous voyez même à Kinshasa, quand il y a la pluie qui s'abat, il y a les gens qui ouvrent même leurs égouts des toilettes pour que ça puisse couler avec l'eau des pluies. Et c'est là une mauvaise habitude. Avec tous les risques des maladies hydriques. Avec tous les risques des maladies hydriques. Maintenant, ça, c'est la situation locale de la ville de Kinshasa. Mais la situation synoptique venant d'ailleurs vient trouver la situation locale de Kinshasa et il s'aggrave. L'eau qui a commencé à monter là-bas, il vient lentement, parce que ça prend du temps. Et il descend et il trouve une situation locale et puis il aggrave la situation. Et le fleuve est débordé, l'eau qui vient là-bas débordée, et alors il y a le refoulement. Et l'eau, tantôt le fleuve refoule. L'eau qui vient des rivières, avec toutes ces saletés, les refoule. Et ça se retrouve dans les avenues, dans les quartiers, tout ça, dans des maisons. Alors, monsieur Augustin, pouvez-vous nous dire alors, quelle est la partie du pays qui est le plus touchée sur le plan météorologique, naturellement, avec les données que vous avez? Bon, nous avons Kananga qui nous a donné vraiment plus de données. Mais on devait avoir aussi les renseignements des autres stations s'ils étaient équipés. Parce qu'il y a certaines stations où il pleut, mais on n'a pas de stations là-bas. Comme à Ouvira, les stations d'Ouvira étaient fermées depuis longtemps. À Ouvira, il y a beaucoup de catastrophes qui se font, des goulements des terrains, il y a des inondations à tout moment, les gens meurent là-bas. Il y a dans les Tanganyika aussi. Et quelques coins où il y a aussi dans le nord Kivu à Calais, et il n'y a pas de station là-bas, mais donc il y a à tout moment. On peut dire qu'en réalité, vous n'avez pas tellement la vue globale. Oui, par manque de moyens matériels. Oui. Vous avez parlé d'environ 125 stations à l'époque coloniale. Et aujourd'hui, nous sommes une trentaine de stations. Ça ne couvre pas tout. C'est important. Alors que pendant ces temps, la densité de la population a augmenté. Il y a les changements étendus. Il y a tous les problèmes avec les dérèglements climatiques. Oui, alors il nous faut vraiment le renforcement des équipements sur l'étendue du territoire national. Et cela, c'est la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui est censé d'équiper la météorologie nationale. Parce que nous sommes une entreprise de l'État. À quel niveau, justement, vous êtes appuyé? Au niveau de l'État. Parce qu'ensemble, on a l'impression qu'il y a des secteurs qui sont prioritaires et d'autres qui ne les sont pas du tout. Alors qu'en réalité, ce sont des secteurs qui sont vitaux puisqu'ils suivent la vie humaine. Au-delà de tout ça c'est la vie humaine puisqu'avec la catastrophe aujourd'hui,
des vies sont parties alors qu'on pouvait prévenir certaines choses. Oui, effectivement, il y a des secteurs qui sont prioritaires, c'est plus sida à la politique. Mais la science est tellement négligée. Donc, si vous prenez même mon partenaire des ressources à nous, mon partenaire de l'environnement, mon partenaire des RVF, vous allez voir tous ces gens-là qui traitent les problèmes climatiques ou bien problèmes scientifiques, ils sont dans les problèmes de financement du gouvernement. Vétusté des outils, il y a infrastructure inadaptée, il y a mauvais paiement du personnel, donc personnel vieillissant. Et d'ailleurs, ça me pousse à poser la question. Vous avez parlé tantôt dans l'Est de certaines stations où il y a eu les problèmes de guerre et tout ça, des stations pillées, mais aussi le personnel qui a vieilli, qui n'a pas été remplacé. Oh, oui. Est-ce que cette filière aujourd'hui suscite de l'intérêt auprès des jeunes? Oui, la météorologie, si vous allez à l'ISTA, vous allez trouver les étudiants parce que c'est l'ISTA qui forme les météorologistes ici en RDC. Et à l'ISTA, vous allez trouver la branche, la section météorologie. Et dans la section météorologie, on trouve des sous-branches. Il y a l'environnement qui est là au-dedans. Il y a l'hydrologie qui est là-dedans, l'agrométéorologie qui est là-dedans. Et toutes ces filières-là ont des étudiants. Et tous ces étudiants-là viennent faire les stages à la météorologie nationale. Ils passent leur stage à la météorologie nationale. Il y a aussi la filière de l'aéronautique. Tous ces stagiaires-là passent à la météo pour faire leur stage et être engagés. Donc, ils ont l'intérêt maintenant, ils voient la rémunération. Combien il faut avoir. Mais le gouvernement, comme un service de l'État, est négligé, n'a pas une rémunération adéquate pour faire vraiment motiver les personnels à bien travailler. Et c'est pourquoi le gouvernement doit prendre en charge la rémunération des fonctionnaires de l'État, en particulier de la météorologie, pour qu'ils fassent un bon travail et qu'ils veillent sur la montée des eaux, qu'ils veillent sur le comportement de l'atmosphère, qu'ils veillent sur même la volcanologie, les tremblements de terre, parce que nous avons sous-branche de la géophysique qui traite le problème des tremblements de terre chez nous et qui voit comment les dégâts peuvent venir pour les volcans. Alors, tout ça, ce sont des choses que le gouvernement peut mettre vraiment la main en fait de pouvoir soutenir. C'est pourquoi vous voyez, nous avons un projet de cadre national pour les services climatologiques à la RDC. Ces cadres-là nécessitent un financement de 475 millions de dollars. Ok, 475 millions de dollars. Et quel sera l'apport de ces cadres-là une fois financement obtenu et mis en œuvre? Oui, ces cadres ont des partenaires et ont des secteurs avec qui il faut travailler. Ce n'est pas seulement la Mételsat. Nous avons là-dedans l'énergie qui est là. Nous avons l'agriculture qui est là, nous avons la santé, nous avons la ressource en eau, et nous avons les catastrophes naturelles, tous ces secteurs-là liés à la météorologie, ils seront bénéficiaires de ces projets-là. Et dès que le gouvernement finance, ou bien nous trouvons un autre partenaire, soit la Banque mondiale ou bien FMI, qui peuvent nous financer. Et ces cadres-là vont couvrir tous les secteurs liés à la météorologie. Donc, sur la montée des eaux, sur les catastrophes naturelles, sur la protection civile, sur tout est là. Là-dedans. Donc, en ce moment, il n'y a pas vraiment, vous ne travaillez pas en étroite collaboration les uns les autres? Pour le moment, on doit chercher à créer une coordination nationale de tous ces secteurs-là, parce que chacun travaille dans son coin. Et l'hydrologie aussi? L'hydrologie, comme branche de la météorologie, il travaille à la Mételsat. Ça, c'est l'hydrologie. Il travaille à la Mételsat en surveillant les bassins versants de la RDC. Et nous avons acquis, dans le cadre du projet Hydromet, quelques stations d'hydrologie qu'on a installées dans les bassins de Kalamu et de Ndjili.
On a installé ça et ces équipements nous servent dans le suivi de la montée des eaux dans ces bassins-là. Okay. Mais ce n'est pas encore suffisant. On doit étendre. Mais ça a été fait récemment. Oui, c'est récemment ici. Donc, ce sont des équipements encore récents qui nous aident à avoir certaines montées, mais qui doivent être entretenus, avoir du personnel, renforcer la capacité du personnel et rémunérer bien les personnes pour les suivi. Parce qu'il y a des gens qui sont tentés de vandaliser ces matériels-là, parce que ça travaille avec la nouvelle technologie. Il y a des panneaux solaires, ainsi des batteries. Les gens volent les batteries, les gens volent les panneaux solaires. Donc, quand on est tenté de vandaliser et par manque de la sécurité, là, donc ça pose des problèmes. Là, ça me pousse de poser une question un peu de curiosité. Oui. Est-ce que vous, au niveau de la Mételsat ou de la météorologie de façon générale, vous êtes sur les nouvelles technologies ou bien vous travaillez encore de façon analogique? Non, nous sommes sur la nouvelle technologie. Nouvelle technologie parce que nos équipements anciens, c'était des équipements classiques. C'était des équipements où on a nécessité des personnels pour travailler. Mais actuellement, nous avons les stations automatiques. Donc, nous avons une station qu'on peut implanter ici. Et vous êtes dans votre bureau là-bas, vous avez toutes les données, vous n'avez pas le droit de venir prélever. En temps réel. C'est électronique. Donc, vous êtes là avec votre terminal, ordinateur, et vous avez besoin de température. Vous avez ça, vous avez besoin d'humidité, de pression dans votre bureau, au lieu de sortir du bureau pour aller au parc pour prendre les données. Et nous avons acquis 12 stations dans le cas d'hydromètre où on a installé dans 12 stations au travers des pays. Mais ce n'est pas suffisant. Vous voyez, c'est signifiant par rapport à la taille du pays. Avec l'étendue du territoire national, il nous faut encore beaucoup pour contribuer. En dehors des stations synoptiques, nous avons besoin aussi des radars précipitation. Les radars, on peut avoir plusieurs radars précipitation, c'est-à-dire les radars qui captent la pluie qui va venir et qui peut nous estimer même la quantité d'eau de pluie dans une masse nuageuse. Donc, ces radars-là, nous devons les avoir. Jusque-là, ça reste dans les projets. Nous sommes en train de faire les projets à fournir auprès des gouvernements et auprès des autres bailleurs de fonds qui peuvent nous donner ces radars-là. Si, par exemple, en RDC, nous pouvons ne fût-ce que pour un débit, avoir ne fût-ce que 6 radars précipitation. Mais à la longue, on peut multiplier ces radars-là pour qu'on contrôle presque chaque cours d'eau et chaque millier comment se comporte l'atmosphère. Et faire les prévisions. Les prévisions que nous faisons. Beaucoup plus poussées. Pas des prévisions à court terme. Non, à long terme. Parce que nous faisons même la prévision saisonnière. Nous pouvons faire la prévision nous faisons la prévision saisonnière, c'est-à-dire de 3 mois. Nous pouvons faire la prévision climatique, c'est-à-dire d'une année ou de 2 ans ou même de 50 ans. Nous pouvons les faire si nous sommes bien équipés. On prévoit déjà en avance une situation, même des inondations qui peuvent venir. Tout est question donc d'équipement. Oui. Alors, puisque je pense que pour parler inondation, causes, conséquences, perspectives d'avenir, on ne peut pas en parler sans pour autant faire un bond en arrière, parler histoire. Nous savons que dans les médias, d'ailleurs, on en a parlé énormément ici à Top Congo. On nous dit que le niveau atteint par le fleuve Congo, la hauteur aujourd'hui de 6,20 mètres, s'avoisine ou va vers celui atteint en 1961 qui était de 6, si je ne me trompe pas, 26 mètres. Alors, à votre niveau, puisqu'on ne peut pas parler inondation sans pour autant parler des eaux, et quand on parle eau, on voit aussi les pluies. À quoi cela serait dû de passer sur des phénomènes assez rares qui se produisent ou qui devraient se produire entre 50 et 100 ans, et aujourd'hui on voit que la fréquence a plutôt sensiblement baissé avec des phénomènes qui reviennent pratiquement entre les 4 ans. Qu'est-ce que, à votre niveau, vous avez comme explication à fournir par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui?
Bon, il y a les cycles pluviométriques qui se fait dans les pays. Un cycle, c'est-à-dire un phénomène qui peut arriver aujourd'hui et au bout d'un temps, ça revient encore. Et c'est ce qu'on a constaté en 1961, c'est qu'on vous a donné comme la RVF a donné, parce qu'ils sont au bord des eaux. C'est notre partenaire. La RVF est notre partenaire. Il a des échelles millimétriques qu'il est en train d'observer les montées des eaux à chaque instant à cause des navigations maritimes. Il y a un autre CVM. CVM est aussi notre partenaire qui font la même chose. Alors, ce qu'ils ont donné, c'est ce qu'ils ont observé. Mais ils ne peuvent pas prévoir. Ils ont observé et ils peuvent faire la comparaison de ce qui a été fait. Et de la même, nous pouvons comparer la climatologie que nous avons, de la quantité d'eau, par exemple, de 60 ans jusqu'à ces jours. Et nous avons constaté que même dans la comparaison là, il y a 510 mm que nous avons constaté la montée des eaux de 2018 à 2022. Hein? Ça, c'est par rapport aux données climatologiques des 60 ans. Donc, ces 5 dernières années a été tellement élevé. Là, c'est par rapport à la précipitation. Non, par rapport à la précipitation, c'est-à-dire quantité d'eau. La quantité d'eau a augmenté pendant les 5 dernières années ici. Et vous êtes en train de parler des changements climatiques. Les changements climatiques dépendent des milieux dans lesquels on se trouve. Et c'est l'homme qui est à la base des changements climatiques. C'est ce que nous devons savoir. Les changements climatiques ne viennent pas au hasard comme ça. L'homme, c'est l'homme qui détruit la nature. C'est l'homme qui change le climat là où il se trouve. Et je vous ai parlé ici, il y a des stations qui sont dans la forêt. Il y a les stations qui sont sur les montagnes. Il y a des stations qui sont dans la colline. Quand il y a des gens qui sont dans la forêt et on est en train de déboiser cette forêt-là, vous croyez que cette station-là peut avoir même données telles que c'était avant le déboisement puisse se faire. Voilà, il y aura un changement. Par exemple, il y a des maisons en étage qui s'élèvent à côté de votre station. L'urbanisation est en train de changer les microclimats de la ville. Alors, cela fait aussi le changement des climats. Vous voyez, à l'époque, il y avait des brouillards, il y avait des phénomènes qui se manifestaient. Mais aujourd'hui, ça devient un peu rare pour voir des brouillards, même pendant la saison sèche. Même pendant la saison, ça a sensiblement diminué. Ça a diminué suite à quoi? Suite à l'urbanisation. Donc, et cela diminue des phénomènes brouillards. Il y a les vents qui étaient dominants. Et maintenant, ces vents dévient à cause de l'urbanisation. Donc, aujourd'hui, l'hôtel du fleuve, ou quoi on appelle la cité du fleuve, a subi l'inondation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tenu peut-être compte de la météorologie. Ils devaient venir à la météo pour demander comment se comportent les eaux quand ça monte, comment se comportent les vents quand ça souffle, comment se comporte la température du sol, comment se comporte la résistance du sol. Tout ça, ces données-là, c'est la météorologie. Aujourd'hui, je vois ça, mais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, puisque quand on construit dans la durée. Quand on construit une maison, c'est pas pour y habiter pendant 10 ans et c'est tout. Non, c'est pendant plusieurs années. On devrait savoir comment mon environnement va se comporter d'ici 50 ans, d'ici 60 ans. Et tout ça, c'est très important. Alors, on évolue pratiquement peu à peu vers la fin de l'émission. Je voudrais une dernière question, peut-être savoir, selon toujours les prévisions que vous avez, qu'est-ce qui nous attend demain? Est-ce que la situation va se calmer? Bon, là, les analyses des données que nous avons, parce que nous avons les données satellitaires, nous avons les données numériques, nous avons les données synoptiques. En suivant toutes ces données que nous avons,
nous avons constaté qu'il y a certains paramètres qui varient déjà comme indicateur de la baisse des pluies. Et tel que nous avons constaté la pression atmosphérique a augmenté. Vous êtes en train d'attendre le coup de tonnerre à l'extérieur. Normalement, si la pression était favorable, on devait connaître une forte pluie. Maintenant, il y a le coup de tonnerre, mais sans pluie. Parce que la pression est tellement à hausse. Ce phénomène peut bourdonner et ça passe. Et ça se dissipe comme ça. Donc, il y a l'humidité, oui, qui est favorable, mais la température n'est pas tellement forte pour le moment. Mais ça va augmenter la température. Mais avec tous ces paramètres, il y a l'instabilité qui est en train de s'affaiblir aussi, l'instabilité atmosphérique au niveau du sol et au niveau de l'altitude. Cela nous démontre déjà qu'il y a baisse des pluies. Nous avons suivi le front intertropical qui est en train de monter vers le nord et ça attire déjà les phénomènes vers le nord. Vers le sud, on va connaître la petite saison sèche. Et même les flux de vent qui sont en train de souffler sur l'océan, il y a une baisse. Sauf vers Madagascar, où nous sommes en train de voir la pénétration d'un cyclone qui est là, qui est en train de nous balancer certaines masses nuageuses que nous sommes en train de constater. Vous voyez, depuis le matin, à Kinshasa, il fait un peu... il n'y a pas tellement la chaleur, et c'est comme s'il va pleuvoir, comme s'il ne va pas pleuvoir. Donc, c'est cette masse nuageuse qui est en train de défiler sur la partie sud de la RDC, et nous laissant ces nuages-là. Mais je peux vous dire en passant que ce n'est pas tous les nuages qui donnent la pluie. Il y a des nuages qui ne donnent pas la pluie. Alors, maintenant, qu'est-ce que cela veut dire en des termes beaucoup plus clairs ou par rapport à la situation des inondations et débordements des eaux? Est-ce que ça veut dire que grâce à cette petite saison sèche, le niveau de l'eau va baisser? Et ce qui va faire en sorte que les eaux qui ont inondé les parties habitées, puis les rivières qui ont quitté leur lit puissent revenir et finalement calmer la situation? Ouais, si le plan, si nous regardons la carte géographique, nous allons constater que la partie ouest de la RDC, nord-ouest de la RDC, est déjà sec. Donc vers le nord, sec. Mais vers la partie est, les Kivu et les Katanga, il y a encore de pluie qui s'abat là-bas, suite à ces cyclones qui est en train d'enverser. Mais nous pouvons dire au juste que la petite saison sèche va entraîner la baisse des pluies qui étaient montées au niveau ouest. Bon, au niveau est, il y a quelques pluies, mais qui ne sont pas tellement fortes pour inquiéter, pour dire qu'il y aura des inondations. Parce que le nord, vous voyez, le nord est sec, il y a la Chopo, il y a l'équateur, et qui n'a pas de pluie telle qu'ils l'ont d'habitude. Mais cette baisse-là aussi au nord va entraîner aussi une baisse vers le sud. Donc c'est pour dire que les lits des rivières vont se rétrécir pour rentrer dans leur état initial. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons parlé des débordements des eaux du fleuve Congo et inondations. On a évoqué les causes, les conséquences et ce qui nous attend dans l'avenir. Eh bien, c'est un sujet sur lequel on va encore revenir parce que nous allons en parler. D'ailleurs, vous avez évoqué aussi les sujets, la question de l'urbanisation. Nous allons en parler dans notre prochain numéro avec le professeur Raphaël Chimanga, qui est hydrologue, directeur de l'école régionale de l'eau, qui a récemment mené une mission de mesurage au niveau du fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Donc c'est une question d'actualité. Nous allons continuer à en parler sur toutes les facettes. Alors pour aujourd'hui, je rappelle, on avait comme invité Monsieur Augustin Tagisabo,
qui est le chef des divisions à l'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite, qu'on appelle en sigle METELSAT. Il est aussi responsable du Centre météorologique national. Vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci beaucoup. Merci également à Dani Zayobi et Patrick Mongongo qui nous ont aidés à arriver chez vous à travers YouTube. Et merci à Chris Bivoula qui était du côté FM, tout ceci coordonné par Miguel Mina. Merci à vous, chers invités. Merci beaucoup. On s'est dit à très prochainement. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 53 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.